déjà. Moi, je t'ai croisé un petit peu tout à l'heure. Donc du coup, aujourd'hui, tu as deux sujets. Donc le premier qui était il y a 2 heures. Oui, c'était pour Euh, expliquer qu'est-ce que voilà. c'est la littérature de jeunesse. Voilà, et du coup là on va discuter un petit peu de ce qui se fait en ce moment au niveau de la littérature jeunesse, Mhm. toutes les En plus, problématiques ça va être intéressant parce autour. que moi je suis libraire et toi tu es bibliothécaire. Oui, oui, alors là ça va être le grand moment où je vais commencer à Voilà, prendre des notes pour mes collègues. on va commencer à squealer, c'est normal, ne vous inquiétez Voilà, pas. c'est ça. Ça va être terrible. Donc si jamais vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas. On a une magnifique tablette Ouais. avec la Hyper liste des high-tech. questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller comme livre. Si vous voulez nous conseiller des livres aussi, parce que Aussi, je pense que comme moi, t'aimes bien découvrir de nouvelles ah, choses aussi. complètement. Donc s'il y a des choses dont on parle qui vous font penser à quelque chose, n'hésitez pas à en Oh, ouais, parler. ouais, surtout, faut pas hésiter. Donc voilà. Alors, par Alors quoi moi là, tu veux je commencer? voudrais vous parler en fait de à quoi ça ressemble la littérature de jeunesse aujourd'hui en France et un petit peu dans le monde. On va faire ça pendant peut-être la première demi-heure et après je vous conseillerai plein de livres trop chouettes que j'ai lus. On va prendre des Voilà. notes. Voilà, pour tous les âges, que ce soit pour vous, pour votre curiosité, ou parce que vous voulez vous y mettre après mon magnifique discours de tout à l'heure, Ouais. ou pour offrir à des enfants de votre entourage, etc. Vraiment des trucs, que des trucs chouettes, que j'ai acheté pour moi, donc c'est que c'est vraiment trop chouette. C'est que c'est forcément chouette parce que je t'imagine mal acheter des livres que tu sais nuls Ah oui, non. juste parce que Non. pour te Non, non, flageller, je ça va. pense. Hein. Alors, la littérature de jeunesse aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Alors déjà, il faut savoir que dans la plupart des librairies, je sais pas comment c'est en bibliothèque, mais la plupart des librairies, c'est le rayon porteur de la librairie, généralement. Oui. Moi, je travaille dans une grande surface culturelle qui vend aussi, je vais pas dire son nom, mais c'est une grande surface qui jubile et qui vend aussi donc des CD, des DVD, des loisirs créatifs, etc. Et mon rayon à moi, pas le rayon librairie, le rayon littérature de jeunesse, il doit faire chaque jour 10% du chiffre du magasin. Donc ah oui, effectivement. il faut savoir que c'est quand même un rayon qui est porteur de librairie et qui sauve beaucoup de librairies en France. Donc ça veut dire que d'un côté, les enfants lisent plus et de l'autre, les parents achètent de plus en plus pour les enfants aussi. Les parents, les instituts, les bibliothécaires, etc. Donc c'est quand même un secteur porteur complètement. du livre. Et je te confirme effectivement en bibliothèque, alors nous on essaye toujours de faire du 50-50 parce que le but c'est de faire en sorte de satisfaire tout le monde, mais il faut dire ce qui est en termes de ce qu'on appelle du taux de rotation, donc des livres, donc c'est-à-dire combien de fois ils sortent, ils reviennent, ils ressortent, etc. Le taux de rotation est énorme pour les livres, la littérature jeunesse, là où elle est légèrement moins importante pour les adultes, que ce soit parce qu'ils en empruntent moins, parce que c'est peut-être aussi, faut voir aussi la différence de format. Hein. C'est sûr que par exemple, les albums, ça tourne beaucoup plus. Les albums, ça tourne énormément. Nous, on a des bacs albums. On commence même à se réfléchir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir continuer à les mettre parce qu'on n'a pas envie de se limiter par la place, mais malheureusement, des fois, on est obligé de composer avec. Et je pense que vraiment, si on devait, imaginons, on aurait un espace illimité avec des murs qui s'étendent comme on veut. Je pense que ça serait sûrement le rayon le plus fourni, effectivement. Les albums, faut pas oublier que c'est quand même, par exemple, celui-ci. Je vous dévoilerai pas le titre tout de suite, mais celui-là, vous voyez, c'est quand même un format, une petite BD. Il coûte 12 €. Acheter un livre, c'est un luxe. Enfin, on peut acheter des livres qu'à partir du moment où on a un toit au-dessus de sa tête, on a à manger, on a des vêtements chauds, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui passent au-dessus de ce luxe et c'est pour ça que les bibliothèques sont très importantes. Oui. Parce que pour des livres comme celui-ci, qui est un superbe album, mais en vérité, à le lire à l'enfant, ça prend même pas 10 minutes, les gens essaient de rentabiliser un petit peu l'argent qu'ils dépensent dans les bouquins. Et du coup, pour tout ce qui est les livres pour les tout petits, en bibliothèque, ça tourne énormément parce que les gens préfèrent emprunter, quitte à le réemprunter plusieurs fois, plutôt que de l'acheter à la maison et que... Totalement. Puis il y a aussi la question de les parents qui s'y connaissent pas forcément, et c'est pas un mal. Hein. Je veux dire, voilà, tout le monde ne se connaît pas forcément dans tous les domaines. Et pour les parents qui s'y connaissent pas, la bibliothèque c'est aussi un attrait de tester des choses. Oui. Et nous, ça nous arrive souvent d'avoir des parents qui empruntent des documents et puis qui finissent par nous dire, bah du coup on l'a acheté. En plus, nous vraiment on a la bibliothèque et au bout de la rue on a une librairie avec laquelle d'ailleurs on travaille beaucoup. Et souvent, bah, si on a des gens, par exemple, il y a des gens qui nous demandent, on cherche tel truc, on les envoie vers la librairie, et on a des gens, ils viennent emprunter des livres chez nous pour les tester, parce que ça peut se comprendre aussi. C'est pas des gros coûts, effectivement, comme tu dis, voilà, 12 € pour un album, c'est à peu près la moyenne, hein, de tête, c'est à peu près ça. Pour des personnes, effectivement, comme tu dis, qui ont les moyens, c'est 12 €, c'est pas excessif. Pour d'autres, ça peut vraiment être un coût, c'est-à-dire vraiment, ils achètent un livre comme ça une fois, parce que c'est vrai que de temps en temps, parce que c'est vrai que ça a un prix.
écrits. Du coup, venir en bibliothèque, les emprunter, si vraiment ils ont un coup de cœur, ça leur permet de se dire bon, ça vaut le coup de mettre de l'argent dans ce document-là. Surtout quand, par exemple, on a des enfants qui vont réemprunter 1, 2, 3, 4 fois le même document. Au bout d'un moment, souvent, les parents finissent par craquer et l'acheter pour que l'enfant l'ait en sa possession et que du coup, ça puisse servir pour d'autres enfants. Je tiens à dire, d'en profiter de parler de ça pour vous dire, souvent j'ai des clients qui ont l'air désolés quand ils me disent qu'ils préfèrent l'emprunter à la bibliothèque. Et j'imagine que tu en as aussi qui sont désolés de dire je vais aller l'acheter en librairie. Oui, complètement. Mais en fait, nous, on est d'accord. Enfin, à partir du moment où vous consommez du livre, nous, ça nous va parce que vous sauvez notre travail. On travaille avec les librairies, et les bibliothèques, les bibliothèques travaillent avec les libraires. On est les deux têtes de la même ligne. Donc vraiment, ne soyez jamais désolés de dire bah non, je préfère l'emprunter à la bibliothèque. Bah nous, ça nous arrange parce que ça veut dire que les bibliothèques continuent de tourner. Et que, complètement. Elles vont continuer à nous acheter des livres aussi et vice versa. C'est ça. Et moi, des fois, j'essaye d'ailleurs de désamorcer où j'ai des gens qui viennent, des fois, ils demandent des titres et on les a pas, ou en tout cas pas dans l'édition qu'ils veulent. Et moi, ça m'arrive très souvent de noter les références et de leur dire bah voilà, il y a la librairie au coin de la rue. J'ai accès, moi, quand c'est comme ça, toi aussi, du coup, on a accès à toutes les informations. Donc je dis bah écoute, vous allez à la librairie. S'ils l'ont pas en stock, ils peuvent vous la commander. Ça prendra tant de temps, mais n'hésitez pas. Et du coup, je sens que souvent ça soulage les gens d'un poids. Ils se disent ah c'est bon, ça va, j'ai le droit. Et non, pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Nous, on propose un service entre guillemets, j'allais dire un peu temporaire aux gens pour découvrir des choses. Et puis après, si eux ils veulent racheter derrière, et ben il y a justement les librairies qui sont présentes. Voilà, c'est ça. Donc clairement, vous ne vous sentez pas coupable de dire à un libraire je vais à la bibliothèque et l'inverse. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter aussi à demander des conseils à vos libraires et bibliothécaires. C'est ce qu'on préfère faire dans notre métier. Donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes un peu perdu. On ne va jamais vous prendre de haut. Même si on met 20 minutes à trouver ce que vous cherchez, ne pensez pas que ça nous ennuie. Bien au contraire. On préfère faire ça que classer les livres. Complètement. Moi, personnellement, ça m'arrive des fois de passer 25 minutes, 30 minutes sur quelqu'un qui cherche quelque chose que je veux vraiment trouver ce que la personne cherche. Et c'est un plaisir à chaque fois. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la parenthèse bibliothèque librairie. Voilà. On va essayer de pas trop déborder avec nos boulots respectifs, ça va être terrible. Ça va finir en monologue, mais bon. C'est ça. Vous nous dites si on commence à déborder trop. N'hésitez pas surtout. Alors, la littérature de jeunesse. Il faut savoir que ces dernières années, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, depuis Harry Potter, en gros, ça gagne de plus en plus l'histoire de noblesse, de plus en plus d'auteurs écrivent pour la jeunesse. Il y a de plus en plus de choses qui sont proposées aux enfants et aux adultes qui achètent pour les enfants. Ou pour eux, ça dépend. Il y a des mutations de rayons qui naissent ou qui disparaissent, etc. Il y a 2 rayons qui commencent à gagner leur lettre de noblesse, mais vraiment d'un point de vue académique universitaire. C'est d'un côté l'album et de l'autre côté le roman pour les grands ados. Ce sont les deux. Je pense que quand vous pensez littérature de jeunesse, c'est les 2 pans auxquels vous pensez. C'est soit ces grandes sagas qui ont cartonné auprès des grands ados, genre Hunger Games, ce genre de choses, ou alors les albums pour les enfants, qui sont majoritairement représentés dans l'esprit collectif par la maison d'édition de l'école des loisirs, c'est-à-dire les livres illustrés qu'on lit l'histoire du soir. Il y a plein d'autres choses, mais ce sont les 2 grands rayons, on va dire. Moi, je fonctionne en termes de rayons. Ce sont les 2 rayons qui fonctionnent le plus en littérature de jeunesse et qui commencent à être de plus en plus approuvés par le grand public. Comme en bande dessinée. En bande dessinée, c'est pareil. Comme on disait tout à l'heure avec Agatha, il y a la BD franco-belge qui maintenant, c'est classe, la BD franco-belge. On ne va pas dire un auteur de BD franco-belge qui fait des trucs pour les bébés et qu'il faudrait qu'il fasse de la vraie littérature. Alors qu'un auteur de manga, ça va être un peu plus délicat. Ouais. C'est pas encore aussi bien considéré. Je sais que là, depuis quelques temps, j'ai remarqué que c'était, j'ai plus le terme exact, mais les romans illustrés. Les romans graphiques, ça m'est revenu. Les romans graphiques qui sont en fait des grosses BD. Voilà, ça commence petit à petit à être vu d'un point de vue académique, parce que c'est vu d'un point de vue indépendant en fait. Et tout ce qui est indépendant en France, c'est forcément artistique et recherché. Oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, il y a ce côté, il y a du texte, ça va. Il y a des dessins, on tolère. Et puis souvent, c'est des dessins qui sont très recherchés. On n'en a pas beaucoup nous, mais pour ceux qu'on a, c'est des choses qui sont très artistiques. Les dessins, ils sont vraiment là pour la performance artistique en plus du texte à côté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui commence à gagner ses lettres de noblesse. Mais en termes de jeunesse, c'est beaucoup d'albums. Ce sont ces 2 rayons-là, en gros. Voilà, c'est clairement ça. Alors que les rayons qui sont les moins bien considérés, ce sont les premières lectures, les livres pour les bébés et tout ce qui est les romans pour les 8-13 ans. Alors, on va revenir là-dessus après. D'abord, j'essaie de vous expliquer peut-être ce que c'est un album. Un album, c'est un livre. Déjà, définir le livre, c'est compliqué, donc on va juste dire un livre, vous voyez tous à peu près ce que c'est, qui
raconte une histoire, ou pas forcément une histoire de fiction, ça peut être une histoire de vie quotidienne, ça peut être un peu documentaire, etc., dont le sujet est porté à la fois par le texte et l'image. C'est pas juste un texte avec une illustration pour faire joli. C'est l'image fait partie intégrante du récit. C'est la spécificité de l'album pour la jeunesse. Mais il y a des particularités et il y a des sous-catégories dans l'album, et on va pas commencer à rentrer là-dedans parce que sinon on en a pour des années et c'est pas forcément le plus intéressant ce week-end, n'est-ce pas? Mais oui, il y a l'album, en gros, c'est quand vous êtes dans une librairie, c'est tout le rayon des bouquins cartonnés, grand format, avec des formats improbables, impossibles à ranger dans les étagères, n'est-ce pas? On ne sait pas comment... Grand moment de soufflement. Des fois, il y en a des immenses, je pense à ceux de Claude Ponty qui sont super grands. Il y en a des minuscules petits, des fois il faut les ranger côte à côte. Qui se glisse hors des bacs en bibliothèque et qu'on le cherche pendant 3 semaines pour finalement se rendre compte qu'il est tombé par terre, caché derrière le radiateur. Voilà. Donc vous demanderez à un professionnel du livre, il vous dira les albums. Je sais pas ce que les éditeurs. Alors c'est joli, mais c'est très joli de loin. Et puis rapidement, quand on se retrouve à devoir le ranger, le classer, c'est un enfer. Comme tu disais, il y a toute une performance artistique derrière. L'album, c'est un médium qui gagne ses lettres de noblesse parce qu'en fait, les artistes peuvent s'y faire plaisir. En fait, on peut trouver toutes sortes d'illustrations. À l'origine, on pense les albums que vous avez peut-être en tête, c'est des choses comme Martine, par exemple, ou ce genre de choses-là. Oui, ça existe aussi, des choses très illustrées, très sucrées comme ça, très réalistes, avec des grands yeux, des petites filles dont on voit la culotte tout le temps, oui, ça existe. Mais bon. Il y a aussi des albums très abstraits, où je pense par exemple à Petit Bleu et Petit Jaune de Léo Lionni, n'hésitez pas à noter les titres au fur et à mesure. Super chouette. Qui est un album où en fait Petit Bleu et Petit Jaune sont 2 personnages, un rond bleu et un rond jaune en fait, voilà, et tout le livre est basé sur ces ronds et ces formes qui interagissent entre elles. Il y a aussi des trucs très noirs, très sombres, qui sont des albums presque pour les grands. Il y a des albums pour adultes, par exemple les albums de Benjamin Lacombe, qui sont beaucoup plus achetés par des adultes que par des enfants, parce que ce sont plus des œuvres d'art. D'ailleurs, je doute que Benjamin Lacombe se dise qu'il illustre pour les enfants. Non, et je sais qu'il a fait 2-3 illustrations par-ci par-là, vraiment pour la jeunesse, mais c'est vraiment pas son truc en fait. C'est vraiment un public adulte. Tapez Benjamin Lacombe sur Google, vous verrez que c'est des illustrations très oniriques, avec des personnages très mélancoliques, avec des grands yeux. Il y en a beaucoup qui le comparent un peu à Tim Burton dans le côté mélancolique, tout ça. Il y a un peu un côté comme ça, mais vraiment après il a vraiment son style à lui. Mais donc il y a vraiment énormément de choses. C'est un médium très protéiforme en fait. L'album, il se définit par son support, qui est en fait le livre. Voilà, c'est un destinataire qui peut être l'enfant, mais moi je connais beaucoup d'adultes qui achètent des albums parce qu'ils sont très beaux. Moi je suis fan du travail de David Sala notamment, j'aurais dû en ramener un, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'était une évidence un peu trop évidente, du coup tu n'y as pas pensé. Oui, David Sala évidemment, donc je vais pas le prendre, bref, c'est pas très logique, mais David Sala c'est un auteur qui fait des illustrations magnifiques inspirées de l'art nouveau, de Klimt, etc. Et j'adore son travail. Et pour l'avoir rencontré dans une rencontre professionnelle, il disait qu'il ne réfléchit pas du tout à son public, il fait son travail et puis c'est tout, quoi. Il a un texte, il l'illustre et puis voilà, quoi. Donc il y a des rapports très différents. Il y a Gilles Bachelet qui joue beaucoup avec ce qui est dit dans le texte et ce qui est raconté par l'image, qui sont complètement différents des fois. C'est beaucoup des textes qui jouent sur l'humour et sur... des textes, ce sont des œuvres qui réfléchissent beaucoup sur l'humour et sur le non-dit. C'est un genre très très riche. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à juste passer 2 heures en bibliothèque à en lire tout plein et vous verrez, demandez des conseils, vous verrez qu'il y a des choses très basiques, genre Bidule joue au foot et puis à la fin il gagne, il est content. Mais il y a aussi des albums très oniriques, très abstraits où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça vous parle et vous ne savez pas pourquoi. Donc bref, c'est vraiment un médium qui s'approche presque du cinéma dans la façon dont il est construit. Et d'ailleurs, c'est bien parce que c'est ce genre d'album-là qui est de plus en plus demandé. C'est-à-dire, on s'éloigne un petit peu des Choupi va à la plage, qui sont très bien. Hein. Alors, je dénote absolument pas du tout. Mais tu vois, dans une librairie, les Choupi ne vont pas être rangés dans les albums. Ça va être rangé dans le coin, les héros des enfants qui sortent de la télé. Oui, chez nous, c'est plus rangé chez les bébés, en fait. Parce que, voilà. Mais, entre guillemets, c'est quand même histoire du quotidien, c'est plus ce qui est demandé. C'est plus trop ce qui est demandé maintenant. On a beaucoup de parents des fois qui nous disent est-ce que vous avez des choses peut-être plus pour rêver, titiller l'imaginaire et ce que tu disais tout à l'heure, les albums que tu as cités, par exemple beaucoup d'albums qui jouent sur les formes géométriques, on en a plein sur les couleurs et des fois il n'y a pas du tout de texte et c'est demandé de plus en plus et moi je trouve ça bien parce que ça change un petit peu quoi. On sort de l'album, j'allais dire vraiment où on fait un truc basique, des fois pas vraiment de très bonne qualité parce que de toute façon c'est des enfants
enfants à maintenant on réfléchit vraiment à faire quelque chose qui soit intéressant pour l'enfant. La plupart des auteurs d'albums réfléchissent pas au fait qu'ils le font pour des enfants. Ils se Oui, disent je vais faire une jolie œuvre en fait. Et ils réfléchissent pas forcément au fait que le lecteur va être des enfants. Ça c'est le travail de l'éditeur plutôt, qui va réfléchir à la catégorie de personnes à laquelle il va dédier son bouquin. Mais il y a plusieurs éditeurs comme ça qui font des albums plutôt pour les grands. Moi je pense à Rue du Monde notamment, qui fait des albums comme son nom l'indique, inspirés. Le but de Rue du Monde c'est d'ouvrir l'esprit et de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Et du coup ils font des albums, ils font à la fois des contes et des légendes, je sais pas moi, du bout du monde, mais ils font aussi des albums sur des grandes figures historiques, etc. Et c'est magnifique, c'est des très beaux travaux très colorés. Totalement. Donc voilà, l'album, si ça vous intéresse un petit peu, il suffit de passer 1 heure en bibliothèque et d'en lire plusieurs et vous vous rendez compte qu'en fait c'est vraiment un médium à part entière qui s'approche du cinéma parce que encore une fois c'est la parole et l'image qui se mêlent pour faire quelque chose d'unique. Et du coup c'est un médium très artistique qui du coup gagne plein de prix. Enfin, il y a plein de prix dédiés aux albums. Il y en a des locaux, des départementaux, des nationaux, des internationaux. C'est quelque chose de très très reconnu. L'autre grand domaine de la littérature jeunesse qui est reconnu de plus en plus, c'est la young adult. Et encore, c'est pas un terme. Comme je disais tout à l'heure, les termes en littérature jeunesse c'est très fluctuant. Ça tombe dans 2 ans, on n'appellera plus ça comme ça. C'est ça. Mais la young adult, en gros, ce sont ces romans où en gros, on les dessine à partir de 15 ans. Pourquoi ? Je pense parce que c'est pas loin de la majorité sexuelle et du coup, souvent, les sujets abordés sont un peu durs. Les personnages ont entre 15 et 25 ans, la plupart du temps. Et c'est lu autant par des ados que par des adultes. Moi, j'ai plein d'adultes qui viennent dans ce livre. Par exemple, l'exemple le plus flagrant que j'ai d'un grand succès de ces 3 dernières années, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. Oh oui. C'est un gros pavé, enfin c'est 3 gros pavés, il va y en avoir complètement. 4 c'est 3 énormes pavés, c'est des bouquins de quasiment 1000 pages, je crois. C'est de la fantaisie. L'héroïne, au début de l'histoire, je crois qu'elle a 18 ans. À peu près, L'histoire commence avec un mariage arrangé dans un univers fantastique où ce sont sur des îlots qui flottent dans un éther un peu étrange, comme si le monde avait explosé. Et elle doit partir vers un autre îlot pour rencontrer son fiancé et voir si ça colle et s'ils vont se marier. Et il y a toute une histoire derrière. Je suis désolée pour ceux qui sont des grands fans, je risque d'avoir un petit peu résumé tout ça. Oui, mais on va pas spoiler. Si ça a l'air de vous intéresser rien qu'avec ça, foncez. C'est un roman qui est sorti à la fois en jeunesse et en adulte. Oui. Enfin, le grand format est en jeunesse, mais en poche, il existe en jeunesse et en adulte. Et c'est vraiment un roman qui fait le grand écart sur la jeunesse et le rayon adulte. Moi, je vais faire à ma maman, qui est une dame de 50 ans et qui a adoré ce bouquin. Moi, la plupart des personnes que je connais qui le lisent, j'ai une collègue, elle a... c'est des trentenaires. C'est dans la trentaine. Et, je ne l'ai pas encore lu, mais elle me l'a tellement bien vendu que j'arrête pas d'y penser. Et je me dis, il faut vraiment que je le commence. Mais ma pile à lire, elle va pas supporter les 1000 pages supplémentaires que je rajoute dessus. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment une œuvre, en tout cas dans les très récentes, qui fait cet écart gigantesque entre un petit peu j'allais dire vraiment la fin de l'enfance, début de l'adolescence, jusqu'à très très loin dans les adultes. Je pense que ça peut plaire vraiment à n'importe quel âge en fait. Et c'est ce qui fait que cette littérature-là commence à faire beaucoup parler d'elle, c'est qu'elle est lue par des adultes. Du coup, dans l'esprit collectif, c'est plus de la vraie littérature que ce qui se fait pour les enfants plus jeunes. C'est ça. Et c'est un peu dommage de devoir attendre que ça soit considéré suffisamment bien pour que des adultes s'y intéressent et que du coup, par extension, si des adultes le lisent, c'est que c'est forcément bien. Et c'est vraiment triste. Et du coup, je sais que nous, on a cette problématique puisque, pour donner un ordre d'exemple, vraiment, ça ne fait que renforcer ce que tu dis. Chez nous, tout ce qui est fantasy, SF, ado, c'est rangé dans les adultes en fait. C'est-à-dire qu'on a mélangé les deux, déjà pour 2 raisons très simples. La première étant qu'on a des lecteurs autant adolescents qu'adultes qui en lisent et que du coup on préfère tout rassembler, surtout que du coup nous en fait des adolescents qui lisent de la SF adulte, honnêtement s'ils lisent La Passe Miroir, je pense qu'ils peuvent lire à peu près n'importe quoi après, ils peuvent lire n'importe quoi derrière, donc on préfère tout mettre ensemble. Et deuxièmement parce que sinon des gens n'iraient pas naturellement vers ces romans-là parce qu'ils verraient ado, ils se diraient ils oseraient pas. Ouais, non, c'est que ça doit pas être pour mon âge. Et en fait, finalement, le fait de les mettre avec les adultes, alors ils sont quand même dissociés, il y a le petit ado quand même écrit dessus, mais ils font moins attention. Et comme c'est rangé avec les adultes, ils se disent c'est que peut-être que je peux quand même le lire et ça sort quand même un tout petit peu. Nous, on a décidé de faire l'inverse dans mon magasin. On a vraiment fait le rayon young adulte dans le rayon jeunesse. Et on a plein d'adultes qui nous demandent des bouquins qui sont dedans. Ils savent pas que c'est de la jeunesse. Et du coup, on les attire vers le rayon jeunesse. Et ils disent, c'est marrant, ça. C'est de la jeunesse. Et du coup, ils s'intéressent à ce qui se fait
sur les tables alors qu'ils ne seraient même pas passés si on leur avait pas dit. Ouais, Donc les deux marchent. Hein, les deux fonctionnent. Après, c'est vrai que on n'a pas la même problème. Nous, il faut qu'on vende les livres. C'est ça. Alors que nous, il faut simplement que les gens puissent les trouver. Parce que forcément, c'est ce qu'on a envie. Quand on prend des beaux livres, des belles histoires, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils sortent. C'est le but d'ailleurs. Et du coup, c'est une démarche, en tout cas chez nous, mais je pense que ça dépend aussi du public qui fonctionne. Parce que du coup, on a un public qui est un petit peu frileux à aller farfouiller dans la jeunesse, peut-être un sentiment un peu honteux, un peu oulala. Je ne sais pas trop, mais c'est vrai qu'effectivement, ça marche beaucoup mieux comme ça. Et ce qui montre qu'effectivement, on est vraiment à la croisée du truc, quoi. J'ai des adolescents qui, la dernière fois, sont venus me demander des bouquins en SF qui étaient clairement adultes. Et puis, j'ai une petite dame, justement, qui est venue me demander si on avait les documents de la passe miroir. Et c'était une dame qui aurait pu être ma grand-mère, quoi. Et je trouve ça super chouette parce que... ce qui est bien avec ce rayon-là, c'est qu'il commence à montrer que en fait, la frontière, elle n'existe pas. C'est ça. Et que c'est pas parce que c'est écrit à partir de 15 ans qu'il faut avoir 15 ans pour le lire. Oui. Et oui, c'est plus des indications éventuellement pour les parents qui sont autour parce que c'est sûr c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est plutôt une donnée éditoriale et marketing pour savoir où ranger le livre, en fait, tout simplement. Et pour que les gens sachent où le chercher, dans le magasin ou dans voilà, c'est ça. C'est uniquement ça. Et puis éventuellement pour certains parents qui aiment bien savoir un peu ce que leurs enfants lisent, c'est sûr que s'il y a un bouquin qui est estampillé, on va dire déconseillé au moins de 16 ans, chose qu'on a par exemple nous dans nos rayons, et à côté de ça des documents où il n'y a pas spécialement d'indication, ou alors on voit derrière à partir de 12 ans, c'est forcément pas les mêmes thématiques qui sont abordées, c'est pas forcément on va dire aussi... C'est ça. En fait, la différence entre le young adult et ce qui est plus jeune, c'est surtout la thématique abordée. C'est ça. Souvent dans les romans young adult, on va dire la moitié, c'est des histoires de la vraie vie, inspirées de choses réelles. Et l'un des grands mentors de cette littérature, c'est John Green, avec Nos étoiles contraires. Et là, il vient de sortir il y a 6 mois, il a sorti un nouveau livre qu'on attend depuis 2-3 ans, qui s'appelle Tortue à l'infini. Oui, j'en ai entendu parler. Nos étoiles contraires, vous en avez sans doute entendu parler, c'est l'histoire de 2 ados qui se rencontrent parce qu'ils vont à un groupe de parole, parce qu'ils sont tous les deux atteints d'un cancer qui va pas être curable de toute façon, donc ils savent déjà qu'ils sont un petit peu condamnés, et ils tombent amoureux. Et c'est toute la problématique ironique, se dire on tombe amoureux, mais ça sert à rien vu qu'on va mourir de toute façon. Et de toute façon, tout le monde va mourir et l'univers va mourir, et pourquoi on se prend la tête, ça sert à rien, je m'en fiche. Wow, ça devient très sérieux. C'est très métaphysique, c'est des questionnements philosophiques, mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi des adolescents qui font leur crise, qui sont en danger de leurs parents, qui ont des rêves, etc., avec ce côté très triste de je ne peux pas les réaliser, donc c'est quelque chose de très dur. Là, son dernier roman, ça parle d'une jeune fille qui a des TOC obsessionnels qui l'empêchent de vivre normalement à un certain moment. Du coup, c'est vraiment des choses très liées à la vraie vie, et c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans la littérature pour les enfants plus jeunes, mais ça va être traité de façon soit plus délicate, soit moins réaliste. Voilà, mais c'est la seule différence. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec l'émergence de l'accueil critique de cette littérature-là, c'est qu'elle permet de montrer que la frontière n'existe pas, et que si des adultes lisent La passe miroir et Nos étoiles contraires, pourquoi ils ne peuvent pas lire des bouquins pour les enfants plus jeunes aussi? C'est pas parce que c'est écrit à partir de 8 ans qu'il faut avoir 8 ans. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui est bien, il y a l'émergence de ces 2 trucs-là, mais c'est aussi que ça se fait au détriment d'autres rayons, notamment ce qui est pour les tout petits. Alors qu'il y a aussi autant de créativité que dans les albums, etc. Il y a des livres sonores. Moi, je défends beaucoup tout ce qui est les livres sonores et les livres CD, parce qu'il y a des travaux merveilleux, notamment chez Didier Jeunesse, là, dernièrement. Ils ont sorti un album CD. C'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Ça s'appelle Alice et Merveilles. Le dessin est super chouette. Il est très presque naïf, mais je le trouve très joli, dans plein de pastels de jaune, orange et bleu. Et le CD fait plus d'1 heure. Ce qui est quand même pas mal pour un livre CD. Effectivement, oui. Avec des musiques originales, et le tout interprété par l'Orchestre National de Paris. Et c'est un gros travail éditorial. C'est un énorme travail, ça. Et il est magnifique. Je l'ai écouté, il est superbe. Et il faut vraiment... c'est pas parce qu'il y a un support pour aider à la compréhension de l'histoire que ce n'est pas un travail artistique. Il y a des livres cartonnés qui sont géniaux. Le Dico des bruits à l'école des loisirs chez Loulou et compagnie. Oui. Il est génial. C'est un imagier où quand il y a une voiture, c'est écrit tut en face, voilà, c'est tout. Mais il y a tellement de bruit dedans que ça en devient hyper rigolo à faire avec un bébé qui sait à peine parler, et pourtant c'est quelque chose d'hyper créatif, d'hyper immersif, c'est génial. Voilà. Donc il faut vraiment aider à cette littérature-là à se développer. Ah, totalement. Et tout ce qui est les romans pour les 8-13 ans. Donc à partir du moment où on sait bien lire,
jusqu'au moment où on peut lire des livres pour les grands, en gros. Ça. Et ben, tous les livres qui sont dans cette période-là sont considérés comme des livres transitionnels. C'est-à-dire, c'est Ouais. pas des vrais livres, c'est en attendant de pouvoir lire des vrais C'est livres. en attendant qu'ils puissent être capables de pouvoir lire du Victor Hugo. Alors ou, alors Non, mais- que c'est dans cette tranche d'âge-là que sont sortis Harry Potter, Oui. La Quête des Willan, Ouais. Les Royaumes du Nord. La plupart des Roald Dahl. La plupart des Roald Dahl. C'est les bouquins que quand vous les lisez enfant, vous vous dites ça, c'est un livre qui m'a marqué. Ouais, C'est les bouquins qui vous marquent, c'est dans cette tranche d'âge-là. c'est ça. Et pourtant, c'est une tranche d'âge qui est très peu représentée, Ce qui est fou. quand même. critiquement parlant, alors que ce sont les livres qui font. Ça a été prouvé, en fait, tous les enfants, la plupart des enfants, il y a bien sûr des exceptions, mais la plupart sûr. des enfants, ils adorent apprendre à lire parce que c'est apprendre un code Mhm. qu'avant il n'était accessible qu'aux adultes autour de moi. Oui, Et là, ça maintenant, les rend un peu plus. C'est ça. Ils s'approchent un peu justement des adultes, et ça, c'est une fascination des enfants de ressembler aux Et adultes. ce côté, quoi, je décode quelque chose qui jusqu'à présent Complètement. était complètement hermétique, et du coup maintenant j'ai plus de pouvoir parce que je peux m'en sortir tout seul pour découvrir ce code. Jusqu'à 6-7 ans, jusqu'au CE1 généralement, Oui. les enfants, la plupart, c'est pas forcément facile, mais ils aiment ça parce que ça leur permet de grandir en fait. Et puis vers le CE2, CM1, et il y a cette transition qui fait que des enfants restent lecteurs et d'autres pas. Et c'est Ouais. pile cette tranche d'âge-là. C'est entre 8 et 13 ans. Et C'est fin de primaire, fin de collège. C'est ça, et c'est pour ça que ces livres, ils sont juste essentiels. Et ils sont... C'est tellement important, et honnêtement, hein, je vais le dire de façon très honnête, je ne comprends pas les gens qui dévaluent cette tranche d'âge, parce que C'est la souvent, plus essentielle. Souvent, nous, on a des parents qui viennent nous voir et qui disent bah voilà, mon enfant, il a moins de 10 ans, j'aimerais qu'il lise des vrais livres. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce que vous entendez par vrais livres? Et des trucs un peu. Et moi, j'ai une mère comme ça, une fois, qui voulait faire lire à son gamin de 8 ans du Victor Hugo. Et moi, j'étais là, non mais. Et en plus, juste avant, elle me disait que son enfant n'aimait pas trop lire et avait vraiment du mal à rester accroché. Et j'ai dit, mais vous allez pas réussir à l'accrocher avec des œuvres comme ça. Je dis, il pourra les lire, mais plus tard, je dis, il a C'est ce tout qu'on le temps racontait du tout à monde l'heure pour aussi, pouvoir les lire. dans la Et- conférence tout à l'heure. Et là, je lui ai proposé quasiment, mais je sais pas, j'ai dû lui proposer une quinzaine de livres dans le rayon et je savais plus quoi proposer parce qu'à chaque fois c'était ah oui, ça fait trop enfant, non, c'est pas assez Il a adulte. 8 ans. Et moi dans ma tête, je me disais, mais il a 8 ans et j'arrivais pas à lui faire comprendre et je suis dégoûtée parce Alors, que il y a aussi... j'ai ce sentiment d'échec de ne pas avoir réussi à la faire changer d'avis. Elle est partie avec du Molière finalement, voilà. Et je suis sûre que son enfant, il va être complètement content et je ne comprends pas parce que c'est Alors, moi, tellement je commence important. à comprendre à force de discuter avec mes clients. Je me rends compte qu'en fait, c'est parce que on a la chance. Les enfants d'aujourd'hui ont la chance d'avoir le choix. Oui. Ils ont une énorme production qui leur est spécifiquement Bien destinée. sûr. Or, même la génération de nos parents, Oui. même des gens qui ont grandi dans les années 70, même 80, Mm. à 80 c'était plus le manga, la BD, mais Ouais. dans les années 70, jusque dans les années 70, c'était des grands classiques qui étaient estampillés OK par l'éducation nationale. Ouais. C'était les Fantomettes, c'était le Club des 5, c'était C'est la ça. Comtesse de Ségur. La bibliothèque rosée Ce qui était très chouette aussi, mais il y avait Oui. très très peu de choix. Et si vous vouliez lire autre chose, il fallait se tourner vers des classiques. Il fallait lire L'île au trésor, il fallait lire ce qui sont très bien, je dis pas le contraire, mais lire L'île au trésor à 8 ans, alors que maintenant il y a des choses spécifiquement faites pour les enfants de 8 ans. Pourquoi quoi, enfin, Oui, voilà, c'est ça. Et puis Voilà. des fois, ça peut être un tremplin. Moi, je vois que beaucoup d'enfants. Pour moi, cette tranche d'âge, les livres de cette tranche d'âge, comme tu dis, c'est vrai, c'est considéré comme une transition et c'est vu de façon négative. Et moi, j'ai envie de dire, au contraire, c'est les livres génial. les plus indispensables. C'est ceux qui sont essentiels. On les retire entre les premières lectures et la lecture ado. Il n'y a rien. Et c'est des années et des années de vide qu'on retirerait si c'était Alors pas que si ça moi, dans existait mon pas. rayon, le rayon roman pour cet âge-là, c'est mon plus grand rayon. J'ai 3 mètres dédiés juste au roman pour les 8-13 ans. Voilà. Bah, Non, nous- mais 6 mètres. Ouais, 6 bah, mètres. nous c'est un peu pareil parce que si on devait comparer objectivement, là où je travaille, on a tout un rayon qui est de deux côtés. Et si on prend en compte roman plus SF et fantasy, c'est le plus gros rayon en termes de romans qu'on a parce que celui des premières lectures, c'est des bacs un peu plus petits et celui des ados, ce n'est qu'une seule grande étagère, mais que même si on la rabattait comme ça, elle serait pas aussi grande que celle pour les 8 Donc 12 vraiment, ans. n'hésitez pas à mettre votre nez, si vous aimez lire du young adult, de la fantasy Oui. imaginaire, mettez votre nez dans ce qui se fait pour les 8-13 ans, parce qu'il y a des magnifiques petites Il y a choses. des petites Là, perles. dans Vrac, je vous citais des trucs, les chroniques de Wildwood, Mathieu Hidalf. Là, dernièrement, j'ai lu quoi? Je vais vous montrer après, très vite, parce que je crois que ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on parle. Oui. Bref, du coup, il faut vraiment pas hésiter à développer, à vous intéresser aussi à cette littérature-là, si vous vous intéressez à la littérature de jeunesse, parce que c'est pas parce que c'est écrit à partir de 10 ans qu'il faut avoir 10 ans. Enfin, dites-vous, c'est la littérature dans laquelle sont sortis Harry Potter et Willan, Narnia, enfin, toutes ces grandes sagas qui ont fait de vous des lecteurs aujourd'hui, si vous êtes des lecteurs.
Donc vraiment, n'hésitez pas. Là, tous les mois, il y a des petites pépites qui sortent. Les auteurs, les éditeurs, ils débordent sous les manuscrits merveilleux. Ils ne savent même plus quand les sortir tellement il y en a. Oui. Parce que c'est dans cet âge-là qu'on fait des lecteurs, qu'on fait des enfants des lecteurs pour toute leur vie. Donc c'est là qu'on met les textes les plus exigeants, j'ai envie de dire. Bon, il y a aussi, évidemment, il y a aussi des trucs marketing un peu nuls, mais comme partout. Mais comme dans, dans toutes les âges, je veux dire, à adultes. Il y en a dans le polar, il y en a dans la fantasy, il y en a dans la littérature complètement. contemporaine, il y en a dans la BD. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas là-dessus. Vraiment, intéressez-vous à ces... Bon, alors, on n'a pas le temps de parler des documentaires. Parce que les documentaires pour la jeunesse, il y a aussi des gros travaux artistiques qui sont faits autour, notamment... Parce que maintenant, on peut avoir tout le savoir sur Internet. Et les éditeurs, ils regorgent de créativité avec les auteurs et les illustrateurs pour créer des livres qui, en plus d'être informatifs, sont beaux. Il y a tellement des belles choses qui se font maintenant que les documentaires sont autre chose que apprendre des choses parce qu'on n'a pas Internet. Ouais. Maintenant qu'on a Internet, on peut se permettre de faire des beaux livres en plus de faire des livres intéressants. Donc les documentaires, il y a aussi énormément de choses à en dire. Et là, moi, je vous ai ramené une sélection de livres que moi j'ai lus. Pour tous les âges, j'ai peut-être un peu moins pour les tout petits et pour les premières lectures parce que j'en ai moins acheté vu que j'ai pas de tout petits chez moi. Mais j'en ai lu beaucoup et je vais essayer de résumer tout ça. Ça va être difficile en une demi-heure de parler de tout ça, mais on va essayer. Non, mais si, on va y arriver. On va se limiter. En plus, là, je suis observée par une collègue qui dit bonjour. C'est elle qui bonjour, dit la collègue. Voilà. qui est la fameuse collègue qui s'occupe beaucoup justement des romans ados et romans jeunesse. Donc, je file droit, là. Je fais attention à ce que je dis, sinon, après, au boulot, je vais en entendre parler. Alors, on va commencer par des albums. L'album que j'ai pour les plus jeunes que j'ai ici, on va éviter de tout casser. Ce serait dommage. C'est un classique, si vous connaissez un petit peu la littérature jeunesse, vous devez connaître. Sinon, vraiment, mais ruez-vous dessus. Je dirais à partir de 3 ans. C'est un livre d'Hervé Tullet. C'est une histoire. Alors, attends, ça va être compliqué de parler. Merci. Alors, c'est l'histoire. C'est pas une histoire. En fait, vous ouvrez la page. C'est que des ronds de couleurs. Vous avez un petit rond jaune. Voilà. On va vous demander d'appuyer sur le rond jaune et de tourner la page. Vous appuyez. J'appuie. Il y a 2 ronds jaunes. On continue. Et au bout d'un moment, on change les couleurs. Il faut secouer le livre, le retourner, souffler dessus, taper dans ses mains. C'est un bouquin. C'est une idée toute bête, mais ça cartonne. Si vous l'offrez à un enfant qui a entre 3 et 5 ans, c'est sûr, il va vous demander de le refaire au moins 8 fois. Ah bah c'est clair. C'est chez Bayard. Hervé Tullet, qui est maintenant un artiste qui travaille beaucoup sur la forme, etc., sur les couleurs. Il vit aux États-Unis. Il a fait plein d'autres livres comme ça, avec les sons, avec des histoires. Il a aussi un personnage qui s'appelle Trucmuche, je crois. Oui, je crois qu'il s'appelle Trucmuche, qui vous invite à créer une histoire avec lui au fur et à mesure que vous lisez le livre. Ce sont des livres interactifs, bon, pas dans le sens d'une tablette, évidemment, mais ça peut ramener le fun dans la lecture avec des petits enfants un petit peu réfractaires. Au livre, vraiment, c'est super. Celui-là, un livre d'Hervé Tullet chez Bayard, classique. Ensuite, moi, mon chouchou de l'édition ces dernières années, c'est John Classen. Alors ici, je vous ai ramené Je veux mon chapeau. C'est chez Milan. C'est l'histoire de cet ours qui cherche son chapeau. Alors, oui, peut-être ça va être pas mal. Merci. Merci, monsieur qui nous a ramené ça. J'ai pas vu ce qui c'était. Alors, c'est l'histoire d'un ours qui cherche son chapeau. Donc, vous avez l'illustration sur votre gauche et le texte sur la droite, avec les personnages que l'ours va interroger pour savoir où est son chapeau. Et je ne vais pas vous le lire en entier, mais voilà, tout est gris et beige. T'as pas vu mon chapeau? Non, j'ai pas vu ton chapeau. Merci quand même. T'as pas vu mon chapeau? Non, j'ai pas de chapeau. Pourquoi tu parles de chapeau? J'ai jamais vu de chapeau. Arrête avec tes questions. Mais il n'y a pas un truc un peu bizarre sur l'image? Vous voyez, quand je vous disais rapport texte-image un peu particulier. Bon, tant pis, merci quand même. L'ours continue. Ah, personne n'a vu de chapeau, etc. Mais je l'ai vu, mon chapeau! Vite, il retourne. Toi, tu m'as volé mon chapeau! Je sais pas si tu vois du coup. Les gens vont m'avoir. Grand moment de solitude pour le lapin, n'est-ce pas? Et ensuite, j'adore mon chapeau. Excuse-moi, tu n'aurais pas vu un lapin avec un chapeau? Non, je n'ai pas vu de lapin, je n'ai pas mangé de lapin, pourquoi tu me demandes ça? Arrête avec tes questions. Voilà, ça se termine comme ça. C'est à mourir de rire. À lire avec le ton. C'est une petite histoire hyper rigolote. Je l'adore. Les personnages, ils ont tellement des têtes
des têtes hyper sérieuses en plus. C'est ça, il est hyper ironique. Mais maintenant que tu le lis, je viens de me souvenir pourquoi il me parlait autant. On l'a lu en office. Ah bah voilà. Et du coup, parce que le coup du chapeau avec non, j'ai pas mangé le lapin, pourquoi tu me poses cette question? J'ai une collègue qui me l'a lu et j'étais morte de rire et c'était ça. Voilà. Il y a un autre genre, alors je sais pas si j'ai vu mon chapeau, il y en a un deuxième, c'est... le plus récent s'appelle On a trouvé un chapeau, c'est toujours des chapeaux. C'est 2 tortues qui trouvent un chapeau, voilà. Et il y en a aussi un du genre J'ai perdu mon chapeau, je ne sais plus comment ça s'appelle le premier, mais bon. Cet auteur-là, mais il est génial. Ouais, vraiment. Vous avez vu, les pages, c'est quasiment la même chose tout le temps, mais un tout petit changement, le texte en rouge d'un coup, ou juste l'image en rouge, et vous comprenez la situation. Enfin, il est génial, il est super. Le dernier album, c'est aux éditions Notary, qui est une plus petite maison d'édition, qui s'appelle Halt, on ne passe pas. Ça, c'est une nouveauté qui n'est pas sortie, enfin, c'est pas sorti il y a très longtemps, sortie l'année dernière, je crois. Comme vous pouvez le constater, déjà c'est un album au feutre, donc j'aime bien, il y a un petit côté dessin d'enfant qui est super chouette. Ouais, ça change un petit peu. Hein. Je crois que c'est brésilien ou portugais. À partir de maintenant, ce sera ainsi, pas de discussion, on ne passe pas. Donc voilà, il y a un garde, et ce que j'adore, encore une fois, je joue avec le livre, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a beaucoup de lumière. En fait, la frontière est dessinée par la pliure du livre au milieu. Ouais, et il y a un garde qui garde la frontière pour empêcher que les gens aillent sur l'autre page. Ouais. Et c'est génial. Chaque fois, les gens vont arriver, ils vont demander mais pourquoi on ne peut pas passer? C'est débile, il n'y a personne là-bas. Qui c'est qui a dit qu'on ne peut pas passer? Moi, j'ai envie d'y aller, ça a l'air chouette. Puis là, on commence à être beaucoup, il n'y a plus de place. Puis il y a un enfant qui va perdre son ballon, qui va passer au-dessus. Du coup, il va falloir le laisser passer pour la récupérer le ballon. Et du coup, c'est un petit peu une espèce de livre sur le partage, évidemment sur les frontières, la réflexion sur l'immigration n'est vraiment pas très loin, sur les dictatures aussi, sur le fait de dépasser les limites, des fois ça peut faire du bien aussi. C'est un très très bel album qui est merveilleux, avec plein de détails à regarder si vous êtes avec des enfants qui adorent observer, repérer des petites choses. Il y a plein de petites narrations qui sont en fonction des personnages qu'on suit, c'est un superbe album. Ah, donc c'est Halt, on ne passe pas aux éditions Notary de Isabelle Minos Martins et Bernardo Carvalho. Super. C'est vrai qu'il est très très chouette. Et justement, du coup, ça rejoint un propos qu'on avait eu tout à l'heure. Preuve en est, les albums peuvent aborder des thématiques qui sont pas forcément évidentes, de façon sous-entendue, parce que bon, bah voilà, ça reste quand même généralement des enfants relativement jeunes, mais qui peuvent déjà introduire un petit peu des explications pour un peu plus tard. Et vraiment, celui-là, je le connaissais pas et il est super chouette. Je pense que je vais noter la référence. je sens qu'il va rejoindre la collection. Alors, je vous ai parlé de toute première lecture, les petits romans qui sont faits pour les enfants qui commencent à apprendre à lire, mais il y en a plein qui sont super chouettes. Moi, j'aime beaucoup la collection Poussin chez Milan. Ce sont des bouquins avant lesquels vous préparez la lecture avec des petits jeux avec l'enfant pour qu'il puisse apprendre à reconnaître les mots qu'il va ensuite lire dans l'histoire. Et c'est des petits bouquins très bien fichus. Les rabats sont utilisés pour faire des rappels des noms des personnages ou du vocabulaire compliqué. La collection Poussin, je l'adore. Et puis j'aime aussi les premiers romans de chez Nathan. C'est une collection bleue. Le principe, c'est qu'en fait, c'est des images dans lesquelles les personnages parlent dans des bulles. Et le principe, c'est que l'adulte lit ce qu'il y a dans l'image et l'enfant ne lit que ce qu'il y a dans la bulle. Du coup, ça déstresse avec oh là là, il faut que je lise tout ça. Non, d'ailleurs, juste ce qu'il y a dans la bulle. C'est chez Nathan. Les premiers romans Nathan sont super. On va commencer dans les romans pour les 8-10, on va dire, avec un classique, le journal d'un chat assassin. C'est de Anne Fine, à l'école des loisirs. Je pense que tu connais. C'est l'histoire d'un chat qui nous écrit son journal, comme pourrait l'écrire un chat, un peu en mode « Ah, mes maîtres, ils sont trop nuls, ils comprennent pas pourquoi je leur ramène un oiseau. Pourtant, c'est un super cadeau. Ah, ils sont trop... oh là là, vraiment, ils sont trop nazes. Pourtant, ça m'apprendra à leur faire des cadeaux, etc. » Et un jour, alors il ramène des oiseaux, il ramène des souris. Et un jour, il y a un lapin. Mais un gros, un lapin. Et les parents se disent, c'est pas possible. Il a quand même pas bouffé un lapin. C'est quoi ce délire? Et la petite fille, elle est outrée, quoi. Mon chat, c'est un monstre. Et le chat, il va être en colère qu'on puisse penser que c'est lui qui fait un truc pareil. Alors, ok. Comment vous osez? Alors, ok, il était débile, ce lapin. Mais de là à le buter, je suis pas comme ça, quoi. Bref, c'est génial, c'est à mourir de rire, c'est plein de cynisme. Je vous rassure, tout le monde va très bien à la fin, y compris le lapin. Spoiler. Y compris le lapin. C'est super drôle, il y a toute une série pour les enfants qui cherchent un bouquin rigolo.
qui sort un petit peu, qui veulent un livre qui fasse un peu plus grand, pas trop bébé, avec quand même quelques illustrations et du texte plutôt bien aéré, c'est génial. C'est une super petite collection à l'école des loisirs. Anne Fine, le journal d'un chat assassin. Celui-là, je l'avais lu, il m'avait fait mourir de rire aussi, celui-là. Il est terrible. Même pour les adultes, il y a des complètement. blagues dedans, mais hyper cyniques. Là, je vais vous présenter 2 collections que je trouve indispensables et que je conseille tout le temps dans mon magasin. Donc, je vous ai ramené un exemplaire de chaque livre, parce qu'il y a plein d'histoires dedans. Mais là, voilà. Donc, je vais commencer par la collection Pépix, chez Sarbacane. Vous voyez, donc c'est des bouquins. Ce que j'adore, c'est que le look, on dirait un roman pour les grands. Enfin, oui, c'est vrai. C'est un grand format. Avec l'écriture en relief, les couleurs. Là, je vous ai ramené Rufus le fantôme de Chrysostome Gouriot. Déjà, c'est une histoire géniale parce qu'elle est un peu engagée. Donc, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui veut devenir la mort. Il trouve ça trop classe. Il veut plus tard, quand il sera un grand fantôme, être la mort. Et il apprend qu'en fait, la mort, c'est une entreprise. Il y a plein de morts qui bossent et qui ont là, chacun leur petit secteur. Et son pote à lui, qui est la mort du cimetière où il travaille, il lui explique que là, il est outré parce que son entreprise veut rentabiliser un petit peu tout ça et qu'on ne peut plus faire de mort artisanale. Maintenant, c'est forcément des tsunamis, des accidents de bus. Où est l'art là-dedans? Où est le plaisir du travail, quoi? C'est hyper drôle. Au début, j'étais un peu choquée. Je me disais, mais c'est super glauque. Et en fait, pas du tout. C'est super drôle. Il y a des super slogans du genre ne pas gagner sa mort à la sueur de son front. Enfin voilà, je trouve ça génial. Donc, c'est une collection très. Les Pépix de chez Sarbacane, c'est une collection très engagée comme ça. Il y a beaucoup de réflexions sur le genre, sur la politique, mais c'est toujours en dessous d'une intrigue complètement farfelue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est écrit très grand. Enfin, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Le texte est assez aéré, en fait. Et il y a des illustrations. Beaucoup. Du coup, c'est rassurant pour les enfants à qui on dit qu'il faut que tu lises des livres pour les grands, mais... Oui, merci. Mais en fait, c'est quand même hyper accessible pour des enfants pas forcément... très à l'aise avec la lecture, et ça fait livre de grand. On se dit, j'ai lu toutes ces pages-là, alors que d'habitude, je lis pas un gros livre, et c'est super. Et un peu dans le même genre, il y a une maison d'édition assez récente qui s'appelle Pulp Fiction. Donc déjà, on salue le super titre. J'avoue. Vous avez celui-là. Alors, je fais un peu de promo en plus, parce que j'adore cette série, et ce livre-là sort cette semaine. Ça s'appelle Sous le soleil, exactement, de Anne-Fleur Multon. C'est un peu le même principe dans le format, l'illustration, etc. Celui-là, c'est le 2e tome d'une série qui s'appelle Allô sorcière. C'est l'histoire de 4 copines qui ont entre 10 et 12 ans. Donc vous voyez, pour des collégiennes, c'est très bien aussi. C'est nickel. Qui se rencontrent sur YouTube. Il y a une Guyanaise, une Française, une Canadienne, enfin une Québécoise, pardon, et Attention, et une jeune fille qui habite en Nouvelle-Calédonie. Elles se rencontrent sur Internet, elles se montent une chaîne YouTube, elles ont toutes des passions de fou. Il y a une gameuse, il y a une scientifique, il y a une artiste, il y a une sportive, voilà. Et dans le 1er tome, elle se retrouvait toute en France pour soutenir l'une des 4 qui en fait avait été refusée d'un tournoi de jeux vidéo parce qu'elle était une fille. Voilà. Ah oui. Mais ça traite aussi plein de sujets. L'héroïne du 1er tome elle s'appelle Aliénor, c'est une Guyanaise qui découvre que son grand-père est raciste et que c'est pour ça qu'elle ne l'a jamais rencontré. Ah oui. Qui gagne un prix de science, etc. Voilà. Et dans celui-ci, que je n'ai pas encore lu, je vais le dévorer dans le train en rentrant ce soir, on suit une autre jeune fille qui est celle-ci, je crois qu'elle s'appelle Maria. Ouais. Je crois que c'est ça. Maria, en fait, c'est l'artiste de la bande, un peu timide, un peu réservée. Ce livre-là va parler du fait qu'elle est diabétique. On va parler de cette maladie-là. On va parler de grossophobie parce qu'elle est bien en chair. Et on va continuer à découvrir les aventures de toutes les nanas. Et c'est super bien écrit, c'est drôle, c'est engagé, c'est féministe. Ça a l'air super. Et surtout que maintenant que je me disais que la couverture me disait quelque chose, mais c'est parce que le 1er tome a été illustré par la même illustratrice qui est Digli, c'est ça. Elle en a parlé il n'y a pas très longtemps que le tome 2 allait sortir parce qu'elle a fait l'illustration de la couverture. Les choses se recomposent, ça y est, j'ai les mémoires qui se réveillent. C'est une super série celle-là, et puis toute la collection est très bien. La collection fiction, ils sont tous super. Il y a des romans un petit peu pour les plus jeunes, et puis d'autres comme ça, début de collège. C'est génial, tous sont super bien. Moi je présente celui-là parce que j'ai un petit coup de cœur, et puis j'aime beaucoup l'autrice. Mais voilà, c'est ces 2 petites collections-là pour les lecteurs qui commencent à bien s'en sortir, mais qui ont peur de se lancer dans des gros livres, c'est parfait. On passe à la catégorie dont on parlait, les 10-13 ans. Moi, il y a 2 séries dont je voudrais vous parler. La première, c'est Le Manoir d'Evelyne Prézoux-Pellène. Je suis fan de cette série. Chaque fois que j'en achète un tome, il faut que je prévoie une nuit blanche après pour pouvoir le finir tout de suite parce que j'arrive pas à le finir.
Evelyne Brizou-Pellen, c'est une grande dame de la littérature de jeunesse qui a écrit énormément de choses merveilleuses. Ah oui. Le Manoir, c'est sa dernière série. Mhm. Il y a 2 arcs. Le premier arc, il y a le premier arc, pas des arcs. Il y a 6 tomes qui sont épais comme ça, hein, quand même, donc c'est Ouais. des petits pavés. Et il y a un deuxième arc dont 3 tomes sont sortis. Le principe, c'est que on va suivre Liam, qui est un jeune homme qui sort d'une longue maladie et pour se requinquer un peu, il est envoyé au manoir, à la campagne. Mais c'est un endroit où il n'y a pas internet, il n'y a pas de téléphone, en fait il n'y a pas d'électricité du tout. Les autres pensionnaires sont un peu chelous, ils se prennent tous pour des personnages historiques ou... Enfin bref, lui qui a un papa psy, il se dit oui bon d'accord, je suis chez les gentils tarés. Et la nuit, il entend des cris qui viennent de la cave et il se demande si c'est pas des patients plus dangereux qui sont enfermés là-bas. Et vu qu'il veut faire enquêteur, il va essayer de mener l'enquête sur l'endroit où il est, notamment Forcément. à partir du jour où il va découvrir qu'il n'arrive plus à retrouver l'entrée. Il n'arrive plus à sortir. Oh. Alors qu'il est bien rentré là à un moment. Voilà. C'est génial. C'est une histoire de fantôme. C'est une histoire d'enquête. C'est un roman historique. Moi, je conseille ça surtout aux jeunes lecteurs qui sont curieux, qui aiment bien découvrir des choses, qui aiment bien frissonner suffisamment pour avoir les poils qui se hérissent, mais pas trop pour réussir à dormir. Pour réussir à dormir quand même un petit voilà. peu. C'est super, c'est addictif, c'est très bien écrit. Tous les personnages sont super attachants. Il y a des twists super. À chaque tome, je pensais qu'elle commencerait à s'essouffler. En fait, pas du tout. À chaque fois, elle nous fait rebondir sur des choses géniales. Moi, c'est une série que je conseille notamment aux jeunes gens qui ont beaucoup aimé Harry Potter et qui ont envie de se lancer dans une autre saga aussi prenante, mais très différente. Donc voilà, Le Manoir d'Evelyne Brizou-Pellen, c'est aux éditions Bayard. Et ça, c'est une série, j'ai l'impression qu'elle est passée un peu inaperçue. Il y a 3 tomes de sortie. Je sais qu'il y en a un 4e qui est sorti en anglais, je ne sais pas s'il va être traduit. C'est Les Malheurs de Millie Plume de Jacqueline Wilson. Moi, ça a été un gros coup de cœur. J'ai lu ce livre-là il y a 4 ans maintenant, je crois. J'ai dévoré la suite. C'est un roman historique. On suit les aventures de Millie Plume, qui est une jeune orpheline, qui est mise dans une institution dans l'Angleterre victorienne. Elle va grandir à la campagne chez une nourrice et ensuite rejoindre l'institution où elle va apprendre les bonnes manières pour devenir gouvernante dans une famille bourgeoise. Elle découvre qu'en fait son horizon s'arrête là. Tout ce qu'elle peut espérer dans sa vie, c'est devenir bonne. Voilà. Alors qu'elle veut faire aventurière et écrivain. Compliqué. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est que le titre fait référence aux malheurs de Sophie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans les malheurs de Sophie, Sophie est une petite fille mal élevée qui va apprendre à devenir une jeune dame comme il faut. Là, c'est l'inverse. Millie Plume, elle est mal élevée et elle s'en fout. Voilà. Elle veut faire aventurière, elle fera aventurière. Elle va apprendre à écrire, elle va apprendre à écrire. Elle veut quitter l'institution, elle va quitter l'institution. Elle va tester bonne. Est-ce que ça lui plaît? Non, elle trouve ça trop nul, elle se barre. Voilà. C'est Fifi Brin d'Acier version Les Malheurs de Sophie, quoi. En plus, elle est rousse, donc elle véhicule plein de clichés sur elle dans l'Angleterre victorienne hyper carrée, etc. Ouais. C'est génial. On passe du rire aux larmes. Jacqueline Wilson n'épargne rien à ses lecteurs, même si c'est à partir de 10-11 ans. Hein. Mais il y a des scènes un petit peu glauques dans le Londres du 19e siècle. Sans que ça aille très très loin, mais bon, c'est comme... Là, c'est même écrit à partir de 9 ans derrière. Donc, vous voyez, vraiment, c'est très très accessible. Et puis, on suit Millie Plume de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, quoi. Et elle vit des tas d'aventures. D'un côté, historiquement, c'est super intéressant parce qu'on fait un grand panorama de l'Angleterre victorienne. On va sur la côte, on va dans la campagne, on va dans Londres, on va en Écosse, on va partout. Mais en plus, il y a cette petite fille teigneuse qui veut rien lâcher, qui veut réaliser ses rêves, et c'est génial. Mais j'ai adoré. Et j'espère que le 4e tome va sortir en français parce que j'adore cette série. Ah, j'espère aussi. Tout est sorti en poche, c'est chez Folio Junior. Jacqueline Wilson, Les Malheurs de Millie Plume. En plus, Folio Junior, généralement, leurs éditions, elles sont quand même relativement abordables, quoi. Donc, foncez, comme ça, on aura le 4e tome qui sortira, au moins. 8 ou 9 euros, ça, donc, oui, voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Et là, je passe en Young Adult. C'est les 2 romans dont je veux vous parler. Alors, le premier, lequel je parle en premier, le plus vieux. Dysfonctionnel aux éditions Sarbacane, donc la même maison d'édition qui fait la collection Pépix. Là, c'est la collection Exprime. C'est une collection spécifiquement pour les jeunes adultes. Dysfonctionnel, c'est l'histoire de Fidèle. Son prénom, c'est Fidèle, que tout le monde appelle Fifi. C'est une jeune fille, qui va grandir dans une famille qu'on appelle dysfonctionnelle. Sa maman fait des allers-retours très fréquents en hôpital psychiatrique. Son papa fait des allers-retours très fréquents en prison. Et ils ont toute une ribambelle d'enfants parce que son père dit, je cite, adore faire l'amour à sa mère, qui est une fervente catholique, donc elle refuse de mettre des protections contraceptives. Bref, voilà. Donc ils ont plein d'enfants qui ont des noms improbables, donc Fidèle, il y en a un qui s'appelle Jésus, enfin voilà. Je vois à l'arrière Dalida aussi. Dalida, Jésus, enfin bref, voilà. Voilà, et le papa tient un bar tabac
un peu miteux. Et du coup, elle vit sa vie, on la suit de son enfance jusqu'à l'âge adulte dans cette vie complètement différente de ce qu'on peut voir dans les pubs à la télé avec la famille blonde aux yeux bleus, le papa, la maman, le petit garçon, la petite fille qui mange un poulet autour de la table du dimanche. Là, ça n'a rien à voir, mais vraiment, elle se reconnaît absolument pas dans tout ce qu'elle voit. En plus, elle est garçon manqué, en plus, elle va découvrir qu'elle est lesbienne, et elle vit dans cette famille complètement tarée, qui fait du bien, parce qu'en fait, je pense que tous, on vit plus dans des familles comme ça que dans ce qu'on nous montre dans les pubs. Clairement, oui. Clairement. Du coup, c'est génial, c'est superbe. Fidèle, le principe, c'est que elle, c'est une jeune fille qui va être très maligne, et du coup, grâce à son intelligence, elle va pouvoir aller dans une très bonne école au lycée, puis à la fac, faire de grandes études, alors que le reste de sa famille, ils ont plus de mal à s'élever dans la société, et puis ils ont tous des lubies un peu étranges en plus, hein, donc voilà. Oui, forcément. Et du coup, c'est tout ce côté, je viens d'une famille un peu bizarre, et je me rends compte en sortant de mon milieu qu'en fait elle est bizarre, parce que jusqu'à présent pour moi c'était la norme. Et c'est génial. C'est écrit par Axel Sandre qui fait des bouquins coup de poing qui vous restent avec vous toute votre vie. Et c'est génial. Il faut absolument l'avoir celui-là. Il est super. En plus, ça parle d'homophobie, ça parle de plein de sujets de société très importants qui sont super chouettes. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est un bouquin que je vais défendre à fond parce que cette auteure, elle n'est pas assez lue en France et tout le monde parle de John Green et moi je trouve qu'elle est mieux. Voilà. Oh. C'est Susie Nielsen, son dernier roman qui est sorti cet été s'appelle Les optimistes meurent en premier. Donc j'adore le titre. J'avoue. J'adore la couverture. J'ai vu la couverture américaine, elle est tellement moins jolie. C'est chez Helium qui fait aussi des très très bons romans. Ils en sortent pas énormément, mais quand ils en sortent un, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de bien. Là, on suit une jeune fille qui s'appelle Pétula, qui est au lycée, fin du lycée. Elle est très grande, elle fait 1m80, elle est rousse. Ah oui. Et c'est passé un drame dans sa vie, c'est qu'il y a quelques années, elle a perdu sa petite sœur, qui avait 3 ou 4 ans et qui s'est étouffée avec un bouton qu'elle avait cousu sur un costume qu'elle lui avait fait. Du coup, elle se sent coupable. C'était fait. Voilà, on va suivre Pétula quelques années après ce drame, donc elle essaie de se reconstruire, sa famille aussi, hein, ses parents, ils sont un peu brisés par tout ça. Elle va dans un groupe d'art-thérapie pour essayer d'extérioriser tout ça, elle n'y croit pas du tout, mais un jour arrive un jeune homme, bien sûr, un jeune homme qui lui arrive et il arrive d'une autre ville et il a un bras mécanique. Et il refuse d'expliquer ce qui s'est passé, c'est quoi l'accident qui a fait qu'il arrive là en art-thérapie, etc. C'est un roman solaire. Pétula est une jeune fille très drôle, qui est, en plus elle est très créative, elle fait plein de loisirs créatifs, plein de bricolage, etc. Elle a un regard très cynique surtout, et elle a développé un toc qui est que elle s'imagine toutes les façons possibles dont elle pourrait mourir quand elle est dans une situation donnée. Par exemple, elle va de chez elle au lycée, elle se dit si je passe là, il y a un immeuble en chantier, il suffit qu'il y ait un petit tremblement de terre, ça me tombe sur la figure, comme c'est arrivé au Venezuela en 1974. Voilà, donc elle est persuadée que tout est fait tout le temps pour qu'elle meure, et du coup elle décide d'être pessimiste pour essayer de prévenir toutes les façons possibles qu'elle puisse mourir. Du coup, elle ne dit pas grand-chose dans sa vie. Et c'est l'arrivée de ce garçon dans ce groupe va un petit peu changer tout ça. C'est une auteure qui écrit, on dirait qu'elle nous raconte la vraie vie, mais juste avec un tout petit twist en plus qui fait que, c'est mieux que la vraie vie parce que c'est super agréable à lire. Voilà. Il faut lire Suzy Nielsen, elle fait des romans merveilleux. Tu l'as très très bien défendu en tout cas parce que là j'ai envie d'aller l'acheter. Elle écrit d'autres romans. Moi j'avais lu On est tous faits de molécules, qui est l'histoire d'une famille recomposée. Ah, ça me dit quelque chose ça par contre le titre. Elle a aussi écrit un bouquin avant ça qui s'appelait Cher Georges Clooney, tu veux pas épouser ma mère, qui est super. Ah, elle est terrible hein, dans ses titres, oui, n'empêche. Super, vraiment, voilà. C'était ma petite sélection spéciale. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont intéressé, que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu plus. Bah écoute, moi ça me donne envie de les lire et j'ai ma collègue qui confirme par les questions qu'en fait on a tous les livres que tu as cités, voilà, donc, tu vas pouvoir les lire, donc je sais ce que je vais faire en rentrant au boulot mardi, je vais tous les réserver, tous les lire, c'est pas grave, ma pile à lire elle attendra. Et je suis contente, même si vous avez mis les plumes, franchement c'est super, parce que je trouve que c'est vraiment un bouquin qui est passé tellement inaperçu. Mais je l'ai vu passer dans les rayons, nous on l'a rangé donc, dans ce qu'on appelle le rayon 8-13, hein, où il y a tout qui est confondu, parce que du coup oui, Jacqueline Wilson, c'est un nom qui me dit forcément quelque chose. Elle a écrit d'autres choses, hein, je crois, avant ça. Elle écrit beaucoup de... Là, c'est un roman historique, mais elle a aussi écrit beaucoup de romans de la vraie vie avec Mes parents se divorcent, Je vis seule avec ma mère, ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça, qui sont très très bien. Ils sont tous avec ce côté british, très pince sans rire, que j'aime beaucoup.
qui est assez caractéristique effectivement de la littérature anglaise. Ouais, c'est vrai que en tout cas c'est des titres, enfin c'est super intéressant et je trouve que tu as en plus réussi à faire une sélection qui reflète bien en plus en parallèle ce que tu as dit précédemment, quoi. Bah oui, Donc, c'était bien réfléchi tout ça. Ah bah oui, on t'a bien préparé ton sujet, hein, dis donc. Hein. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. J'espère que pour les personnes qui ont regardé, vous avez noté les noms quand même, parce Sinon, que au pire, je pense il y a que des choses vraiment bien. vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Je pense que je vais faire un récapitulatif de tous les titres dont Oui, j'avais s'il te plaît, parlé. parce que je suis sûre que d'ici demain, j'aurais déjà oublié, parce qu'entre la fatigue et tout ça, j'aurais sûrement oublié certains C'est sur titres. Pile à lire, P-I-L-A-L-I-R-E. J'ai aussi une chaîne sur YouTube si ça vous intéresse, où je Oh, vais tu as parler une de chaîne tout ça. Oh, et bah écoute, voilà, donc la chaîne YouTube qui sera au même nom C'est ça, Pile à lire aussi. voilà, que ta page, que ton blog aussi du coup. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, donc ton blog avec l'adresse qui est donc pilalire.com. voilà, tout simplement, donc à retrouver. Et si vous n'arrivez pas à taper l'adresse, vous tapez sur Google et vous allez voir, ça va. Je pense que vous allez vite tomber dessus. Donc tout collé, Pile à lire, c'est pas Pile à lire. P-I-L-A-L-I-R-E. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des questions, etc. J'adore parler de ça avec, comme vous avez pu vous en rendre compte. J'adore discuter de ce sujet-là. C'est mon métier, c'est ma passion, et franchement, ça me ferait trop plaisir de discuter avec vous de tout ça. Voilà. Ok. Et bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir écouté blablater. Oh, je crois que j'ai bien blablaté aussi. Hein. Je crois qu'on va continuer. Oui, c'est ça, en off, on va avoir plein de choses à se dire. Bah, écoute, merci beaucoup, merci aux personnes qui ont regardé. Je remercie aussi du coup la collègue qui a réagi et qui m'a confirmé qu'on avait tout, donc je sais ce que je vais pouvoir faire de ma semaine qui va venir. Et puis, voilà, on va rendre l'antenne. Donc normalement, on approche petit à petit vers la fin, vers the final countdown, voilà, des Jeff on the web de cette année. Donc on va rendre l'antenne et progressivement je vous demande de vous rediriger du coup vers la bibliothèque où normalement ça sera le flux où on fera le discours de fin, plus ou moins prochainement. Voilà. À bientôt tout le monde, merci. À plus tard.